L'année 1875 marqua le début de l'automne à Bordeaux, avec une violence inhabituelle. Les pluies glaciales martelaient les pavés de la vieille ville, transformant les ruelles étroites en torrents boueux. Dans le quartier de Sainte-Catherine, une maison se dressait à l'écart des autres, comme si les bâtiments voisins eux-mêmes cherchaient à maintenir une distance prudente. C'était la demeure des Duhamel, une famille dont le nom seul suffisait à faire baisser les voix et à détourner les regards dans les marchés et les cafés bordelais. Édouard Duhamel, patriarche âgé de 47 ans, observait la pluie depuis la fenêtre de son bureau. Ses mains tremblaient légèrement, non pas de froid, mais d'une anxiété profondément ancrée dans son être. Derrière lui, sur une étagère poussiéreuse, reposaient des registres familiaux, remontant à plus d'un siècle. Chaque page racontait la même histoire macabre, déclinée en variations toujours plus cruelles. Des noms suivis de dates de naissance, puis de dates de décès prématurés. Des annotations griffonnées à la hâte parlant de blessures insignifiantes devenues fatales, de saignements impossibles à arrêter, de douleurs articulaires mystérieuses qui transformaient des enfants vigoureux en invalides. La porte du bureau s'ouvrit avec précaution. Marguerite, son épouse, entra en silence. Son visage autrefois rayonnant portait désormais les marques d'une inquiétude permanente. Ses cheveux châtains, soigneusement attachés en chignon, laissaient apparaître quelques mèches grises prématurées. Elle avait 39 ans, mais en paraissait 10 de plus. « Édouard, murmura-t-elle d'une voix tremblante, c'est Victor. Il est tombé dans l'escalier. » Le sang se retira du visage d'Édouard. Victor, leur fils de 9 ans, le plus jeune de leurs 4 enfants. Un garçon vif et curieux, qui aimait courir dans les couloirs, malgré les avertissements constants de ses parents. Le père se précipita hors du bureau, dévalant les marches jusqu'à la chambre de son fils. Victor était allongé sur son lit, le visage pâle comme un linge. Une contusion violacée s'étendait déjà sur son genou droit, une tache sombre et menaçante qui semblait grossir à vue d'œil. Le docteur Bertrand, médecin de famille depuis 3 générations, était déjà à son chevet, son expression grave trahissant son impuissance. « Comment est-ce arrivé ?» demanda Édouard, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « Je courais, papa, » répondit Victor d'une voix faible. « J'ai glissé sur les marches. Je ne suis tombé que de 3 marches, je te le promets. 3 marches. Pour un enfant normal, cela n'aurait causé qu'une égratignure, peut-être une petite bosse. » Mais Victor n'était pas un enfant normal. Il portait en lui le terrible héritage des Duhamel, cette malédiction du sang que personne ne comprenait vraiment. Le docteur Bertrand appliqua des compresses froides sur le genou enflé, mais tous savaient que c'était insuffisant. L'hémorragie se produisait à l'intérieur, invisible mais implacable. Le sang s'accumulait dans l'articulation, causant une douleur atroce et menaçant de détruire définitivement la mobilité du genou si elle n'était pas résorbée. Il faut le garder immobile, absolument immobile pendant au moins 2 semaines, déclara le médecin avec gravité, et prier pour que le saignement s'arrête de lui-même. Prier. C'était toujours la même conclusion. La médecine de 1875 ne pouvait offrir davantage face à cette affliction mystérieuse. Les médecins hochaient la tête avec compassion, prescrivaient du repos et des prières, puis s'en allaient impuissants. Dans le couloir, les 2 sœurs aînées de Victor, Amélie et Louise, observaient la scène avec des yeux emplis d'effroi. Amélie, 15 ans, serra la main de sa sœur cadette. Elle savait. Toutes 2 avaient été témoins de la mort de leur frère aîné, Thomas, 2 ans auparavant. Une simple coupure au doigt, lors d'un repas de famille, s'était transformée en cauchemar. Le sang avait coulé pendant des heures, malgré tous les bandages et les prières. Thomas s'était éteint à l'aube, vidé de son sang, à l'âge de 12 ans. La nuit tomba sur Bordeaux, apportant avec elle une obscurité qui semblait plus dense autour de la maison Duhamel. Les voisins, depuis leurs fenêtres, observaient la lueur tremblotante des bougies dans la demeure maudite. Ils chuchotaient entre eux, répétant les histoires qui circulaient depuis des générations. « C'est le châtiment divin, disait Madame Leclerc, la boulangère. Leur ancêtre a dû commettre un péché terrible. J'ai entendu dire qu'ils avaient un pacte avec le diable, ajoutait son mari.
Le sang qui ne s'arrête jamais, c'est une marque satanique. Ma grand-mère racontait qu'un Duhamel avait assassiné un prêtre il y a 100 ans, murmurait une vieille femme. Depuis, tous les premiers-nés mâles sont condamnés. Ces histoires, aussi absurdes fussent-elles, trouvaient un écho dans les esprits superstitieux de l'époque. L'Église elle-même ne savait comment interpréter cette affliction. Le curé de la paroisse Sainte-Catherine, le père Rousseau, avait tenté à plusieurs reprises d'exorciser la famille, persuadé qu'une entité démoniaque était à l'œuvre. Mais ses prières et ses rituels n'avaient eu aucun effet. La malédiction, si c'en était une, résistait même à la puissance divine. Dans sa chambre, Victor gémissait doucement. La douleur dans son genou était devenue insupportable, une sensation de brûlure intense qui irradiait dans toute sa jambe. Marguerite veillait à son chevet, épongeant son front fiévreux avec un linge humide. Elle chantonnait doucement une berceuse, tentant de calmer son enfant, mais sa propre voix tremblait d'angoisse. Édouard, lui, était retourné dans son bureau. Il avait sorti les registres familiaux et les étalait sur son bureau, cherchant désespérément une réponse dans ces pages jaunies. Le premier cas documenté remontait à 1743. Son arrière-arrière-grand-père, Julien Duhamel. Les annotations étaient brèves mais terrifiantes. Décédé à 23 ans suite à une chute de cheval, saignement incoercible. Puis son arrière-grand-père, François, mort à 17 ans après s'être coupé en taillant du bois. Son grand-père, Henri, décédé à 30 ans après une extraction dentaire qui aurait dû être banale. Son propre père, Charles, emporté à 42 ans par une hémorragie interne après un accident mineur. Le schéma était clair et implacable. Chaque génération payait son tribut en sang. Mais ce qui terrifiait le plus Édouard, c'était la découverte qu'il avait faite quelques semaines auparavant en consultant les archives de la mairie. D'autres familles à Bordeaux semblaient touchées par la même affliction. Les Lavigne, les Beaumont, les Fontaine. Toutes ces familles avaient perdu des membres masculins dans des circonstances similaires. Mais personne n'en parlait ouvertement. C'était un secret honteux que chacun gardait enfermé entre les murs de sa demeure. Était-il possible qu'il ne s'agisse pas d'une malédiction spécifique aux Duhamel, mais d'une maladie plus répandue qu'on ne voulait l'admettre? Cette pensée était à la fois terrifiante et étrangement réconfortante. Terrifiante, car elle impliquait que d'autres familles souffraient en silence. Réconfortante, car elle suggérait une cause naturelle plutôt que surnaturelle. Un cri perçant le tira de ses pensées. Il se précipita vers la chambre de Victor. Son fils vomissait du sang. Le docteur Bertrand, qui était resté pour surveiller l'enfant, travaillait frénétiquement, mais son visage trahissait son désespoir. L'hémorragie interne s'était aggravée. « Il faut le transporter à l'hôpital », déclara le médecin. « C'est sa seule chance. » Mais tous savaient que c'était un mensonge pieux. L'hôpital ne pouvait rien faire de plus. Il ne comprenait pas cette maladie, ne savait pas comment arrêter ces saignements mystérieux qui défiaient toutes les lois de la nature. La nuit fut longue et terrible. Victor oscillait entre conscience et délire, appelant tantôt sa mère, tantôt son frère décédé. Amélie et Louise restèrent éveillées dans leur chambre, se tenant la main, priant pour que leur petit frère survive. À l'aube, contre toute attente, l'état de Victor se stabilisa. Le saignement interne semblait s'être arrêté spontanément, comme cela arrivait parfois. Le docteur Bertrand, épuisé mais soulagé, examina le genou. L'enflure diminuait légèrement. « Il va s'en sortir cette fois », murmura-t-il. « Mais vous devez comprendre, Édouard, un jour une blessure plus grave… » Il n'acheva pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Ils savaient tous que Victor, comme tous les garçons Duhamel, vivait sous la menace permanente d'une mort brutale causée par la blessure la plus insignifiante. Lorsque le soleil se leva sur Bordeaux, illuminant les toits mouillés et les rues encore désertes, la famille Duhamel était toujours prisonnière de son cauchemar. Victor survivrait à cet épisode, mais pour combien de temps? Et qu'en serait-il de la génération suivante? Amélie et Louise transmettraient-elles cette malédiction à leurs propres enfants? Ces questions hantaient Édouard,
alors qu'il regardait son fils endormi, épuisé par l'épreuve. Dans ses bras, Marguerite tenait un chapelet, murmurant des prières d'action de grâce. Mais au fond de son cœur, elle savait que ce n'était qu'un répit temporaire. La malédiction du sang ne lâchait jamais vraiment sa proie. Dans les rues de Bordeaux, les rumeurs se répandaient déjà. La famille maudite avait encore frôlé la tragédie. Les commerçants refusaient de livrer leurs marchandises à la porte des Duhamel. Les autres familles interdisaient à leurs enfants de jouer avec Victor. L'isolement se resserrait autour d'eux comme un étau. Mais au-delà de la peur et de la superstition, une question demeurait sans réponse. Quelle était la véritable nature de cette affliction ? Était-ce vraiment une punition divine, ou existait-il une explication rationnelle, une cause naturelle que la science naissante n'avait pas encore découverte? Dans son bureau, Édouard prit une décision. Il allait chercher des réponses. Il contacterait d'autres familles touchées, consulterait les plus grands médecins de France si nécessaire. Il ne laisserait pas ses enfants vivre dans la terreur constante sans au moins essayer de comprendre, car dans l'ombre de Bordeaux, le sang maudit continuait de couler, invisible mais omniprésent, attendant la prochaine victime avec une patience infinie et cruelle. D'où me suivez-vous? Laissez un commentaire. 3 semaines s'étaient écoulées depuis l'accident de Victor. Le garçon se remettait lentement, mais sa jambe restait fragile et douloureuse. Il boitait visiblement, et les médecins avaient averti qu'il pourrait ne jamais retrouver une mobilité complète du genou. Chaque pas lui rappelait sa vulnérabilité, la fragilité de son existence. Édouard Duhamel avait tenu sa promesse. Il avait commencé ses recherches avec une détermination frisant l'obsession. Ses premières démarches l'avaient mené aux archives municipales de Bordeaux, un bâtiment austère près de la place de la Bourse. Là, dans des salles poussiéreuses, éclairées par de faibles lampes à gaz, il avait passé des jours entiers à éplucher les registres de décès des 50 dernières années. Ce qu'il découvrit le glaça jusqu'aux os. Les morts suspectes étaient bien plus nombreuses qu'il ne l'avait imaginé. Au-delà des familles qu'il connaissait déjà, des dizaines d'autres noms apparaissaient, tous partageant le même schéma terrifiant. Des hommes jeunes, parfois des garçons, décédés suite à des traumatismes mineurs ou des interventions chirurgicales banales. Les causes officielles variaient, mais les descriptions étaient révélatrices. Hémorragie incontrôlable, saignement prolongé, mort par exsanguination. Un soir de novembre particulièrement froid, Édouard reçut la visite qui l'attendait. Monsieur Lavigne, un négociant en vin de 52 ans, se présenta discrètement à sa porte. C'était un homme grand et mince, au visage marqué par le chagrin. Édouard l'avait contacté après avoir découvert que la famille Lavigne avait perdu 3 fils en 20 ans dans des circonstances similaires à celles des Duhamel. Les 2 hommes s'installèrent dans le bureau d'Édouard, une bouteille de cognac posée entre eux. Pendant un long moment, ils restèrent silencieux, partageant cette compréhension tacite que seuls ceux qui ont vécu le même cauchemar peuvent avoir. « Mon père m'avait prévenu », commença finalement Lavigne d'une voix rauque. « Il m'avait dit que je ne devais jamais me marier, jamais avoir d'enfant. Mais j'étais jeune, amoureux. Je pensais que nous échapperions à la malédiction. » Il but une longue gorgée de cognac avant de poursuivre. « Mon premier fils, Antoine, est mort à 6 ans. Une simple chute dans le jardin. Il s'est cogné la tête contre une pierre. L'hémorragie cérébrale n'a jamais cessé. Il a agonisé pendant 3 jours sous nos yeux, hurlant de douleur, avant de sombrer dans l'inconscience et de mourir. » Édouard ferma les yeux, revivant la mort de son propre fils Thomas. « Le deuxième, Mathieu, a survécu jusqu'à 14 ans, » continua Lavigne. « Il était prudent, presque craintivement prudent. Mais un jour, une dent de lait mal tombée, le sang n'arrêtait pas. Les médecins ont tout essayé. Cautérisation, compresse, même des sangsues pour détourner le flux. Rien n'a fonctionné. Il s'est vidé de son sang en 2 jours. » La voix de Lavigne se brisa. Il prit un moment pour se ressaisir. Le dernier, Julien, avait 17 ans. Un jeune homme brillant, destiné à reprendre notre commerce. Il s'est coupé en se rasant. Une coupure minuscule sur le menton.
Nous avons pensé que ce serait différent cette fois, que peut-être il avait été épargné, mais le sang a coulé pendant des heures. Il a perdu connaissance. Nous l'avons retrouvé le lendemain matin, mort dans son lit, baignant dans son propre sang. Édouard versa 2 nouveaux verres de cognac. Ses mains tremblaient. « Ma femme est devenue folle », poursuivit Lavigne. Elle ne pouvait plus supporter de vivre dans cette maison, de voir les chambres vides. Elle est partie un matin sans un mot, abandonnant tout. Je n'ai plus jamais eu de ses nouvelles. « Combien sommes-nous » demanda Édouard, après un long silence. « Plus que vous ne le pensez. J'ai moi-même contacté d'autres familles après avoir reçu votre lettre. Les Beaumont ont perdu 4 garçons, les Fontaines, 3, les Marchands, 2, et ce ne sont que celles qui acceptent d'en parler. Combien d'autres gardent ce secret honteux, refusant d'admettre qu'ils sont maudits? Ce n'est pas une malédiction, affirma Édouard, avec une conviction qu'il ne ressentait pas vraiment. C'est une maladie. Il doit exister une explication rationnelle. Lavigne le regarda avec un mélange de pitié et de désespoir. Une maladie qui ne touche que certaines familles, qui se transmet de génération en génération, qui frappe principalement les hommes. Appelez cela comme vous voulez, Duhamel. Le résultat est le même. Nos fils sont condamnés. Les semaines suivantes virent se former une étrange confrérie de la douleur. Édouard organisa des réunions secrètes dans sa maison, rassemblant les pères, les mères, parfois les sœurs et les épouses des victimes. Il venait la nuit, dissimulé sous des capuches pour éviter d'être reconnu. Le scandale d'une telle affliction était trop grand pour être affiché publiquement. Lors de ces réunions, ils partageaient leurs histoires, leurs terreurs, leurs observations. Un schéma commença à émerger. La maladie semblait se transmettre par les femmes, mais frappait presque exclusivement les hommes. Les filles étaient rarement affectées, mais elles portaient la malédiction et la transmettaient à leurs fils. Certaines familles avaient remarqué que les saignements étaient plus fréquents et plus graves chez les enfants issus de mariages entre cousins, une pratique courante dans l'aristocratie et la bourgeoisie bordelaise pour préserver les patrimoines. C'est dans le sang lui-même, suggéra un médecin qui avait perdu son propre neveu. Quelque chose dans le sang de ces enfants ne fonctionne pas normalement. J'ai observé au microscope le sang d'un de mes patients atteint. Il semble plus fluide, moins capable de former les caillots qui arrêtent normalement une hémorragie. Cette observation, bien que primitive selon les standards médicaux modernes, était remarquablement proche de la vérité. Mais en 1875, la science n'avait pas encore les outils pour comprendre pleinement les mécanismes de la coagulation sanguine. Pendant ce temps, la vie continuait tant bien que mal dans la maison Duhamel. Victor, cloué au lit pendant des semaines, avait développé une pâleur maladive. Son genou, bien que guéri de l'hémorragie initiale, restait raide et douloureux. Les médecins parlaient d'une destruction progressive de l'articulation, causée par les saignements répétés dans l'espace articulaire. Amélie, l'aînée, observait tout cela avec une terreur grandissante. À 15 ans, elle comprenait ce que signifiait être une femme dans une famille maudite. Elle portait potentiellement en elle la sentence de mort de ses futurs fils. Plusieurs jeunes hommes de bonne famille avaient demandé à la courtiser, mais Édouard les avait tous éconduits. Comment pouvait-il en conscience permettre à sa fille de se marier, sachant qu'elle risquait de transmettre cette affliction? Une nuit, Amélie entra dans le bureau de son père. Édouard était penché sur des documents, des lettres reçues d'autres familles affectées à travers la France. Il sursauta en voyant sa fille. « Papa, dit-elle doucement, je dois te parler. » Édouard leva les yeux. Dans la lumière tremblotante de la lampe à huile, il vit les larmes qui coulaient silencieusement sur les joues de sa fille. « Je ne veux jamais me marier, » déclara-t-elle d'une voix brisée. « Je ne veux jamais avoir d'enfant. Je ne peux pas. Je ne pourrais pas supporter de voir mes propres fils mourir comme Thomas, comme Victor aurait pu mourir. » Édouard se leva et prit sa fille dans ses bras. Pour la première fois depuis des semaines, il pleura. Pleura pour ses fils perdus, pour son fils survivant condamné à une vie de fragilité, pour ses filles dont l'avenir était hypothéqué par une malédiction qu'elle n'avait pas choisie. « Je suis désolé, » murmura-t-il, « tellement désolé. »
Mais les excuses ne changeaient rien. La réalité restait implacable. Amélie et Louise portèrent ce fardeau toute leur vie, devant choisir entre renoncer à la maternité ou risquer de perpétuer le cycle de souffrance. Au même moment, dans un autre quartier de Bordeaux, une tragédie se jouait. La famille Beaumont venait de perdre son dernier fils, Edmond, âgé de 11 ans. Une banale intervention dentaire s'était transformée en cauchemar. Le dentiste, un homme expérimenté, avait extrait une molaire infectée, une procédure qu'il avait réalisée des centaines de fois. Mais chez Edmond, le saignement n'avait jamais cessé. Pendant 2 jours, le garçon avait saigné de la bouche. On avait bourré la cavité de coton, appliqué des solutions astringentes, même cautérisé au fer rouge la gencive. Rien n'y faisait. Le sang continuait de suinter, inexorable. Edmond avait perdu tellement de sang qu'il était devenu pâle comme un fantôme. Ses lèvres bleues, ses yeux enfoncés dans leurs orbites. À l'aube du 3e jour, il avait rendu son dernier souffle dans les bras de sa mère, la bouche encore pleine de sang. La nouvelle se répandit rapidement dans le cercle des familles affectées. Édouard assista aux funérailles, une cérémonie discrète et hâtive. Le curé récita les prières d'usage, mais son malaise était palpable. Comment bénir une famille que Dieu lui-même semblait avoir maudite? Après la cérémonie, M. Beaumont prit Édouard à part. « J'ai pris une décision, déclara-t-il d'une voix blanche. Je quitte Bordeaux. Ma famille part pour l'Amérique. Là-bas, personne ne connaîtra notre histoire. Nous pourrons recommencer, laisser derrière nous ce cauchemar. Et vos filles, elles portent la malédiction, elle les suivra jusqu'en Amérique. Je le sais, mais au moins là-bas, elles ne seront pas marquées du sceau de l'infamie. Ici, elles ne trouveront jamais de mari. Elles seront condamnées à la solitude. En Amérique, peut-être. » Il n'acheva pas sa phrase. Mais Édouard comprit. Peut-être qu'en Amérique, dans l'ignorance de leur héritage, les filles Beaumont pourraient avoir une vie normale. Ou peut-être perpétueraient-elles simplement la malédiction sur un nouveau continent. L'hiver 1875 s'installa sur Bordeaux avec une rigueur inhabituelle. Le froid pénétrant s'infiltrait dans la maison Duhamel, malgré les feux constamment allumés dans les cheminées. Victor, toujours convalescent, développa une toux persistante. Chaque quinte de toux faisait craindre à ses parents qu'un vaisseau sanguin ne se rompe dans ses poumons, déclenchant une hémorragie interne fatale. Les recherches d'Édouard l'avaient mené à une découverte troublante. En consultant les archives de l'Église, il avait trouvé des références à des cas similaires remontant au Moyen Âge. Des chroniques médiévales mentionnaient des familles nobles dont les fils saignaient à mort pour des blessures mineures. À l'époque, on parlait de maladie royale, car elle semblait toucher principalement l'aristocratie. Un manuscrit en particulier avait retenu son attention. Daté de 1314, il relatait l'histoire d'un seigneur dont 3 fils étaient morts de flux de sang incontrôlable. L'auteur, un moine médecin, avait noté que la maladie se transmettait par les filles qui restaient elles-mêmes en bonne santé, mais condamnaient leurs propres fils. Cette observation, faite plus de 500 ans auparavant, confirmait ce que les familles modernes avaient remarqué. Mais elle soulevait une question terrifiante. Depuis combien de temps cette malédiction existait-elle? Combien de générations avaient souffert en silence, incapables de comprendre ou de guérir cette affliction? Un matin de décembre, alors que la première neige de l'hiver recouvrait Bordeaux d'un manteau blanc, Édouard reçut une lettre qui allait tout changer. Elle venait de Paris, signée par un certain professeur Alphonse Girard, médecin et chercheur à la faculté de médecine. Il avait entendu parler des recherches d'Édouard et proposait de l'aider. « Monsieur Duhamel, écrivait-il, je crois que vous avez raison. Cette affliction n'est pas une malédiction divine, mais une maladie héréditaire. J'étudie depuis plusieurs années des cas similaires à travers l'Europe. Je pense avoir identifié un schéma de transmission. Si vous acceptez de collaborer avec moi, de partager les informations que vous avez recueillies, nous pourrions peut-être percer le mystère de cette terrible maladie. » Pour la première fois depuis des mois, Édouard ressentit un élan d'espoir. Un scientifique, un homme de raison, s'intéressait à leur cauchemar. Peut-être existait-il une chance, aussi mince soit-elle, de comprendre
et peut-être même de guérir cette affliction. Mais alors qu'il commençait à rédiger une réponse au professeur Girard, un cri retentit à l'étage. Son cœur se serra. Pas encore, pas si tôt. Il se précipita dans la chambre de Victor. Son fils était assis dans son lit, le visage tordu de douleur. Du sang coulait de son nez, une hémorragie spontanée sans aucune cause apparente. Marguerite était déjà là, tenant un linge contre le visage de leur fils, mais le sang imbibait rapidement le tissu. Le docteur Bertrand fut appelé d'urgence, mais ils savaient tous qu'ils ne pourraient rien faire. L'hémorragie dura 6 heures. 6 heures pendant lesquelles Victor perdit une quantité alarmante de sang. Son teint devint cireux, ses lèvres bleuirent. Il délirait, appelant son frère décédé, parlant de rivières de sang et d'ombre qui venaient le chercher. Finalement, aussi mystérieusement qu'elle avait commencé, l'hémorragie cessa. Victor sombra dans un sommeil profond, son pouls faible mais régulier. Il avait survécu mais de justesse. Une fois de plus, la famille Duhamel avait frôlé la tragédie. Cette nuit-là, allongé dans son lit aux côtés de Marguerite qui sanglotait doucement, Édouard prit une décision. Il irait à Paris rencontrer le professeur Girard. Il lui raconterait tout, partagerait toutes les informations qu'il avait recueillies. Si une infime chance existait de trouver une réponse, il devait la saisir. Car dans l'obscurité de leur chambre, bercés par les gémissements de Victor qui rêvait de cauchemars sanglants, Édouard et Marguerite savaient que le temps leur était compté. Combien de temps encore leur fils survivrait-il? Combien de crises pourrait-il endurer avant que la mort ne le réclame définitivement? Le sang maudit des Duhamel continuait de couler, invisible mais omniprésent, rappelant à chaque instant la fragilité de l'existence et l'implacabilité du destin génétique. Janvier 1876 arriva avec un froid mordant qui transforma Bordeaux en une ville de glace. Édouard Duhamel entreprit le voyage vers Paris malgré les conditions difficiles. Le trajet en train dura 2 jours épuisants, mais il était animé d'une détermination farouche. Le professeur Alphonse Girard représentait peut-être la dernière chance de comprendre le cauchemar qui dévorait sa famille. La faculté de médecine de Paris se dressait comme un temple de la connaissance au cœur du quartier latin. Édouard franchit ses portes imposantes avec un mélange d'appréhension et d'espoir. Un assistant le conduisit à travers des couloirs aux murs couverts de planches anatomiques et de schémas médicaux, jusqu'au bureau du professeur Girard. L'homme qui l'accueillit ne correspondait pas à l'image qu'Édouard s'était faite. Alphonse Girard avait à peine 40 ans, le visage émacié et les yeux brillants d'une intensité presque fébrile. Ses cheveux noirs étaient ébouriffés, comme s'il avait passé des nuits entières penché sur ses recherches. Son bureau était un chaos organisé de dossiers, de manuscrits et d'instruments médicaux. « Monsieur Duhamel », dit-il en serrant vigoureusement la main d'Édouard, « je suis honoré que vous ayez fait ce voyage. Votre lettre et les documents que vous m'avez envoyés ont confirmé ce que je soupçonnais depuis longtemps. » Girard débarrassa une chaise des livres qui l'encombraient et invita Édouard à s'asseoir. Il versa 2 verres de vin rouge et s'installa derrière son bureau encombré. « Avant de commencer, je dois vous prévenir, » déclara Girard gravement. « Ce que je vais vous révéler va ébranler tout ce que vous pensiez savoir sur votre famille et cette maladie. Êtes-vous prêt à entendre la vérité, aussi terrible soit-elle » Édouard hocha la tête, son cœur battant la chamade. Girard sortit un épais dossier de son tiroir et l'ouvrit devant lui. « J'étudie cette affliction depuis 7 ans. J'ai recensé plus de 100 familles à travers l'Europe qui en sont atteintes. En France, en Allemagne, en Espagne, en Russie. Partout, le même schéma. Des garçons qui saignent à mort pour des blessures mineures. Des familles entières décimées. Et toujours, la maladie se transmet par les femmes. » Il se leva et commença à arpenter la pièce, parlant avec une passion contenue. « Au début, comme vous, je pensais qu'il s'agissait d'une maladie rare mais naturelle. Une anomalie du sang, peut-être une déficience dans les mécanismes de coagulation. Mais mes recherches m'ont mené vers une découverte bien plus troublante. » Girard s'arrêta devant une grande carte de l'Europe épinglée au mur. Des points rouges marquaient différentes villes. « Regardez ces points.
Chacun représente une famille affectée que j'ai pu identifier. Vous voyez le schéma? Édouard se leva pour mieux observer. Les points étaient concentrés dans certaines régions, formant des clusters visibles. Ces familles ne sont pas dispersées aléatoirement, continua Girard. Elles sont regroupées géographiquement et, plus important encore, elles sont toutes interconnectées par des liens de sang. Il sortit un autre document, un arbre généalogique complexe qui s'étalait sur plusieurs feuilles de papier collées ensemble. Voici ce que j'ai découvert après des années de recherche dans les archives familiales, les registres paroissiaux, les documents notariés. Toutes ces familles, Duhamel, Lavigne, Beaumont, Fontaine et tant d'autres, descendent d'une souche commune. Édouard sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. « Qu'êtes-vous en train de dire ?» Girard le fixa intensément. « Je dis que cette maladie n'est pas apparue spontanément dans plusieurs familles indépendantes. Elle a une origine unique, un ancêtre commun. Probablement au début du XVIIIe siècle, peut-être même avant. Cet ancêtre portait une anomalie dans son sang, une déficience héréditaire. Et par le biais des mariages, cette anomalie s'est répandue comme un poison dans l'arbre généalogique de l'aristocratie et de la bourgeoisie française. » Il marqua une pause, laissant l'information pénétrer l'esprit d'Édouard. « Mais ce n'est pas tout. La partie vraiment troublante de ma découverte concerne la façon dont cette maladie s'est propagée. » Girard retourna à son bureau et sortit un autre dossier, marqué « Confidentiel ». « Vos recherches à Bordeaux ont révélé quelque chose d'intéressant. Vous avez remarqué que plusieurs familles étaient touchées dans votre ville. Mais avez-vous remarqué autre chose? Un lien entre ces familles au-delà de la maladie? » Édouard fronça les sourcils, fouillant dans sa mémoire. « Les Lavigne et les Beaumont sont cousins éloignés. Les Fontaine... Attendez, Madame Fontaine était une Lavigne avant son mariage. » « Exactement. Et votre propre grand-mère, qu'était-elle avant de devenir une Duhamel ?» Édouard sentit sa bouche devenir sèche. « Une Beaumont, Marie-Louise Beaumont. Précisément. Et là réside le cœur du problème. Cette maladie s'est propagée et s'est intensifiée par une pratique courante dans la haute société, les mariages entre cousins. » Girard ouvrit le dossier confidentiel, révélant des pages et des pages d'arbres généalogiques annotés. Regardez attentivement ces lignées. Génération après génération, les mêmes familles se marient entre elles. Les cousins épousent les cousines. Les oncles épousent leurs nièces avec dispense papale. Cette pratique, destinée à préserver les patrimoines et les noms, a eu une conséquence inattendue et terrible. Elle a concentré l'anomalie sanguine, l'a renforcée, l'a transformée d'une déficience rare en une sentence de mort quasi certaine. Édouard s'effondra sur sa chaise, la tête entre les mains. « Vous voulez dire que nous avons fait cela à nous-mêmes? Que par notre désir de préserver notre statut social, nous avons condamné nos propres fils? » En un sens, oui. Mais vous ne pouviez pas savoir. Personne ne comprenait les lois de l'hérédité à l'époque. Ce n'est que maintenant, grâce aux travaux de chercheurs comme Gregor Mendel, que nous commençons à comprendre comment les traits se transmettent de génération en génération. Mais la révélation de Girard n'était pas terminée. Il se rassit, son visage devenant encore plus grave. Il y a quelque chose d'autre. Quelque chose que j'ai découvert en examinant les registres médicaux et les témoignages des familles affectées. Cette maladie, aussi terrible soit-elle, n'est pas complètement aléatoire dans sa sévérité. Certains garçons meurent jeunes, d'autres survivent jusqu'à l'âge adulte. Pourquoi cette différence? Il sortit un dernier document, une série de notes manuscrites. J'ai interrogé des dizaines de familles. J'ai remarqué un schéma troublant. Les garçons dont les parents sont étroitement apparentés, cousins germains par exemple, ont des formes beaucoup plus graves de la maladie. Ils meurent plus jeunes, saignent plus facilement. À l'inverse, les garçons dont les parents ont des liens de sang plus distants ont des formes plus modérées. Il regarda Édouard directement dans les yeux. « Monsieur Duhamel, je dois vous poser une question personnelle. Quel est votre lien de parenté avec votre épouse Marguerite ?» Édouard sentit son estomac se nouer. « Elle était Marguerite Lavigne, avant notre mariage. Sa grand-mère était une Beaumont, compléta Girard doucement. Tout comme votre propre grand-mère.
ce qui fait de vous et votre épouse des cousins au 3e degré. Le silence qui suivit fut assourdissant. Édouard comprenait maintenant avec une clarté horrible. Thomas, mort à 12 ans. Victor, survivant miraculeusement mais condamné à une vie de fragilité. Ils avaient hérité d'une double dose de l'anomalie sanguine, une de chaque parent. C'est pour cela que mes fils, oui, la concentration de l'anomalie dans leur sang est plus élevée qu'elle ne l'aurait été si vous et votre épouse n'aviez pas eu d'ancêtres communs. Cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui aime les contes d'horreur. Girard se leva et posa une main compatissante sur l'épaule d'Édouard. Mais il y a de l'espoir, pas pour cette génération malheureusement, mais pour les suivantes. Si vos filles épousent des hommes sans aucun lien de sang avec votre famille, si elles évitent à tout prix les mariages consanguins, leurs fils auront des chances bien meilleures. L'anomalie sera diluée, affaiblie. Et mes fils actuels, Victor, le visage de Girard s'assombrit. Je ne peux pas vous mentir, monsieur Duhamel. Avec la forme sévère qu'il présente, ses chances de survie à long terme sont minces. Un traumatisme grave, une maladie qui nécessite une intervention chirurgicale, même une crise spontanée comme celle qu'il a récemment subie. Chaque jour qu'il survit est un miracle. Édouard passa 3 jours à Paris avec le professeur Girard, étudiant les dossiers, comprenant les mécanismes de transmission héréditaire, apprenant tout ce que la science de l'époque pouvait offrir. Girard lui montra des microscopes, des échantillons de sang, des observations sur la coagulation déficiente. Mais au-delà des explications scientifiques, une vérité terrible s'imposait. La haute société française, par son obsession de la pureté du sang et de la préservation des patrimoines, avait créé un réservoir de maladies héréditaires. La maladie du sang n'était que la plus visible, la plus dramatique. Combien d'autres afflictions se cachaient dans les arbres généalogiques entrelacés de l'aristocratie. Le dernier soir, alors qu'il dînait dans un petit restaurant du quartier latin, Girard partagea une confidence. « J'ai publié un article sur mes découvertes l'année dernière. Vous savez quelle a été la réaction? Le scandale. Les familles nobles m'ont menacé de procès. L'Église m'a accusé de blasphème contre les traditions sacrées du mariage. Même mes collègues médecins m'ont tourné le dos, craignant pour leurs clientèles aristocratiques. » Il but une gorgée de vin, un sourire amer aux lèvres. « La vérité, monsieur Duhamel, est souvent une chose dangereuse, surtout quand elle révèle que les puissants se sont eux-mêmes condamnés par leur arrogance et leur cupidité. » De retour à Bordeaux, Édouard convoqua une réunion extraordinaire de toutes les familles affectées qu'il connaissait. Dans le salon des Duhamel, devant une 30aine de personnes, il révéla ce qu'il avait appris à Paris. Le choc fut immense. Certains refusèrent de croire, accusant Girard de mentir, de chercher à détruire les fondements de la société. D'autres pleurèrent, réalisant qu'ils avaient inconsciemment condamné leurs propres enfants. Quelques-uns, dont M. Lavigne, acceptèrent la vérité avec un calme résigné, comme si une partie d'eux l'avait toujours su. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda une mère, Madame Marchand, dont le fils unique de 8 ans était atteint. « Nous brisons le cycle, » répondit Édouard avec détermination. « Nos filles doivent comprendre qu'elles ne peuvent pas épouser qui que ce soit ayant un lien de sang, même distant, avec nos familles. Nous devons diffuser cette information, avertir les autres familles à travers la France. »« Mais le scandale ?» protesta un père. « Nos filles seront marquées, personne ne voudra les épouser si nous révélons que nous portons cette maladie. »« Et alors ?» s'exclama Amélie, qui avait assisté à la réunion avec sa mère. « Nous devrions condamner d'autres enfants à la mort, juste pour préserver notre réputation. N'avons-nous pas assez souffert ?» Son intervention courageuse fit pencher la balance. Un à un, les parents présents promirent de parler ouvertement de la maladie, d'avertir leurs filles, de briser le silence honteux qui avait permis à l'affliction de se propager pendant des générations. Cette nuit-là, Édouard partagea tout avec Marguerite. Elle pleura, se sentant coupable, même si rationnellement elle savait qu'elle n'avait rien à se reprocher.
Comment aurait-elle pu savoir que leur mariage, arrangé par leur famille selon les traditions ancestrales, condamnait leur fils? Mais au-delà de la culpabilité et du chagrin, une nouvelle compréhension émergea. Le sang maudit des Duhamel n'était pas une punition divine, c'était le résultat de choix humains, de décisions prises par des générations d'ancêtres qui valorisaient la richesse et le statut au-dessus de la santé et du bonheur de leurs descendants. Et cette révélation, aussi terrible fût-elle, contenait une lueur d'espoir, car si les humains avaient créé ce problème, les humains pouvaient aussi y mettre fin, une génération à la fois, en brisant les chaînes de la consanguinité et en laissant le sang maudit se diluer dans le vaste océan de l'humanité. Soutenez notre chaîne en cliquant sur le bouton « Merci » en forme de cœur, afin que nous puissions continuer à vous proposer des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. Les mois qui suivirent la révélation du professeur Girard furent une période de transformation profonde pour les familles touchées de Bordeaux. La vérité, une fois exposée, ne pouvait plus être ignorée. Mais accepter cette vérité était une chose. Vivre avec ses conséquences en était une autre, bien plus difficile. Le printemps 1876 arriva avec une douceur inhabituelle. Les cerisiers fleurissaient le long de la Garonne, et la ville semblait renaître après le dur hiver. Mais dans la maison Duhamel, l'atmosphère restait tendue. Victor, maintenant âgé de 10 ans, montrait des signes de récupération physique, mais les séquelles psychologiques étaient profondes. Le garçon, qui avait autrefois couru insouciamment dans les couloirs, était devenu craintif, mesurant chaque geste, anticipant la douleur et le sang. Édouard avait écrit à plusieurs journaux médicaux, partageant les découvertes qu'il avait faites avec le professeur Girard. Certaines publications avaient accepté de publier ces lettres, d'autres les avaient refusées, citant la nature controversée du sujet. Mais lentement, le message commençait à se répandre. D'autres familles à travers la France, et même en Europe, prenaient contact, partageant leurs propres histoires de souffrance et cherchant des réponses. Un matin d'avril, Édouard reçut une visite inattendue. Un homme élégamment vêtu, dans la quarantaine, se présenta à sa porte. Il se nomma Henri Deschamps, baron de son état, venant de Paris. « Monsieur Duhamel, dit-il avec une certaine raideur, j'ai lu votre correspondance avec le professeur Girard. J'ai aussi entendu parler de vos réunions ici, à Bordeaux. Je suis venu vous supplier d'arrêter. » Édouard, surpris par cette intrusion, fit néanmoins entrer le baron dans son bureau. « Oh, pourquoi devrais-je arrêter de dire la vérité ?» Deschamps s'assit, son visage révélant une fatigue profonde sous le vernis aristocratique. « Parce que vous détruisez des vies, monsieur. Pas seulement celles des malades, mais aussi celles des survivants. Depuis que vos révélations ont commencé à circuler, ma fille, âgée de 18 ans, a vu 3 prétendants rompre leurs fiançailles. Ils ont découvert que notre famille était touchée par cette affliction. Ma fille est en parfaite santé, mais elle est désormais considérée comme porteuse d'une malédiction. Et vous préféreriez qu'elle se marie sans que son futur époux sache la vérité ? Qu'elle condamne potentiellement ses fils à la même souffrance que la vôtre a connue ?» Deschamps baissa les yeux. « Mon fils, Étienne, est mort il y a 3 ans. Il avait 15 ans. Une chute de cheval lors d'une chasse. L'hémorragie interne a duré 4 jours. Je l'ai vu agoniser, hurlant de douleur, suppliant qu'on le laisse mourir. Et vous voulez que je condamne d'autres enfants à ce destin en permettant à ma fille de se marier? Alors, que proposez-vous? Que toutes nos filles restent célibataires? Que notre lignée s'éteigne? Je propose le silence, la discrétion, que chaque famille gère son fardeau en privé, comme nous l'avons toujours fait. Vos révélations publiques ne font qu'amplifier le scandale et la souffrance. » Édouard secoua la tête fermement. Le silence est précisément ce qui a perpétué cette maladie pendant des générations. Les mariages entre cousins continuent parce que les familles cachent la vérité. Si nous voulons briser le cycle, nous devons parler ouvertement. Le baron Deschamps se leva, son visage exprimant un mélange de colère et de désespoir. « Vous êtes un idéaliste, monsieur Duhamel. La société n'est pas prête pour ce genre de vérité. Vous verrez. Vos révélations causeront plus de mal que de bien. »
Après son départ, Édouard resta longtemps pensif. Les paroles du baron l'avaient troublé. Était-il vraiment en train d'aider, ou ne faisait-il qu'ajouter à la souffrance générale? Cette question trouva une réponse partielle quelques semaines plus tard. Amélie vint le voir, les yeux rouges de larmes contenues. « Papa, j'ai quelque chose à te dire. » Édouard sentit son cœur se serrer. Il connaissait ce ton, cette expression. « Guillaume Mercier m'a demandé en mariage. » Guillaume était le fils d'un armateur bordelais, une famille respectable sans aucun lien de sang avec les Duhamel ou les autres familles affectées. Un jeune homme sérieux et travailleur qui courtisait discrètement Amélie depuis plusieurs mois. Et que lui as-tu répondu? Je lui ai dit la vérité. Sur notre famille, sur la maladie, sur le risque que nos fils pourraient être atteints. Édouard retint son souffle. Il a réfléchi pendant 2 jours, puis il est revenu. Il m'a dit que cela ne changeait rien à ses sentiments, que nous pourrions être prudents, consulter des médecins, et que même si nos fils étaient touchés, il les aimerait et les protégerait de son mieux. Des larmes coulèrent sur les joues d'Amélie, mais cette fois, c'étaient des larmes de joie, mêlées de soulagement. « Papa, je veux l'épouser, mais seulement si tu me donnes ta bénédiction. Je ne veux pas vivre dans la peur et la culpabilité comme maman. » Édouard serra sa fille dans ses bras. Pour la première fois depuis des mois, il ressentit quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Tu as ma bénédiction, mon enfant. Guillaume est un homme courageux. Ensemble, vous pourrez faire face à ce que l'avenir vous réserve. » Le mariage d'Amélie et Guillaume fut célébré en juin, une cérémonie modeste mais émouvante. La présence de nombreuses familles affectées transforma l'événement en un symbole d'espoir. Si Amélie pouvait trouver le bonheur malgré le fardeau qu'elle portait, peut-être y avait-il un avenir pour tous. Mais tous les mariages ne se terminaient pas aussi bien. Louise, la 2e fille des Duhamel, maintenant âgée de 13 ans, écoutait avec une attention sombre les conversations des adultes. Elle voyait comment certaines jeunes femmes de familles affectées étaient ostracisées, comment les prétendants se retiraient une fois la vérité révélée. Elle commençait à comprendre que son propre avenir serait marqué par des choix difficiles et des compromis douloureux. Pendant ce temps, Victor continuait sa lente récupération. Édouard avait engagé un précepteur pour éduquer son fils à domicile, car l'école publique était trop dangereuse avec ses jeux rudes et ses bagarres inévitables. Le garçon montrait une intelligence vive et une curiosité insatiable pour les sciences, particulièrement la médecine. Il passait des heures à lire les ouvrages médicaux de son père, étudiant sa propre maladie avec une détermination précoce. « Un jour, papa, je trouverai un remède », déclara-t-il un après-midi, levant les yeux d'un traité sur la coagulation sanguine. Édouard sourit tristement. Son fils de 10 ans rêvait de guérir une maladie que les plus grands médecins d'Europe ne comprenaient toujours pas complètement. « Peut-être, mon fils, mais en attendant, tu dois être prudent. Chaque jour que tu vis est précieux. » L'été apporta une nouvelle série de défis. Une épidémie de fièvre typhoïde se déclara à Bordeaux, touchant particulièrement les quartiers pauvres le long des quais. Pour les familles affectées par la maladie du sang, c'était une double menace. Non seulement la fièvre elle-même était dangereuse, mais les saignements spontanés qu'elle pouvait provoquer étaient potentiellement fatals pour leur fils. La famille Marchand fut la première victime. Leur fils, petit Jules, 8 ans, contracta la typhoïde. La fièvre déclencha des hémorragies gastro-intestinales massives. Il mourut en 3 jours, vomissant du sang noir, pendant que ses parents impuissants le veillaient. Ses derniers mots furent pour demander pourquoi il devait souffrir autant. Les funérailles de Jules furent un moment de profonde tristesse pour toute la communauté des familles affectées. Édouard prononça un éloge funèbre où il parla de la nécessité de continuer à chercher des réponses, à ne pas laisser ces morts être vaines. « Jules est mort, dit-il d'une voix brisée, mais sa mémoire nous rappelle pourquoi nous devons persévérer. Chaque enfant perdu doit nous motiver à trouver des solutions, à protéger les générations futures. » Mais les solutions semblaient désespérément lointaines. Le professeur Girard écrivait régulièrement, partageant ses propres recherches et celles d'autres scientifiques européens.
Des progrès étaient faits dans la compréhension des mécanismes de l'hérédité, mais la capacité à traiter la maladie elle-même restait hors de portée. Un soir de septembre, alors que les vendanges battaient leur plein dans les vignobles autour de Bordeaux, Édouard reçut une lettre qui le glaça d'effroi. Elle venait d'Angleterre, d'un médecin nommé Dr Frederick Whitmore, qui avait lu ses publications. « Monsieur Duhamel », écrivait Whitmore, « vos découvertes m'ont profondément intéressé. Je dois cependant vous informer d'une observation troublante. J'ai traité une famille royale européenne qui souffre de la même affliction. Mes investigations suggèrent que cette maladie s'est infiltrée dans les plus hautes sphères de l'aristocratie continentale par le biais de mariages dynastiques. Si votre théorie sur la concentration de l'anomalie par consanguinité est correcte, les implications sont terrifiantes. Certaines des lignées royales les plus anciennes d'Europe pourraient être sérieusement affaiblies par cette maladie. Édouard relut la lettre plusieurs fois, son esprit tourbillonnant. La maladie du sang ne se limitait pas à quelques familles bourgeoises de province. Elle avait atteint les cours royales, les dynasties qui gouvernèrent l'Europe. Et si ces lignées continuaient à pratiquer les mariages consanguins pour préserver leur pureté royale, la maladie ne ferait que s'aggraver. Cette révélation ajoutait une dimension politique à leur combat. Ils ne luttaient pas seulement contre une maladie, mais contre les structures sociales même qui la perpétuaient. Les traditions de mariage de la haute société, l'obsession de la pureté du sang, la concentration de la richesse et du pouvoir, tout cela contribuait à la propagation de l'affliction. Édouard partagea cette lettre avec le cercle restreint des familles qu'il rencontrait régulièrement. La discussion qui suivit fut animée et parfois amère. Certains voyaient dans cette révélation une validation de leur combat. D'autres, en particulier ceux de l'aristocratie, étaient horrifiés par les implications. « Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie ?» s'exclama le baron Deschamps, qui était revenu à Bordeaux et avait fini par rejoindre le groupe. « Si les cours royales sont affectées, tout changement dans les pratiques de mariage nécessitera l'intervention des plus hautes autorités. Les rois et les empereurs devront reconnaître que leur obsession de la pureté royale condamne leurs propres enfants. Alors, c'est exactement ce que nous devons faire, répondit Édouard avec fermeté. Nous devons porter cette question au plus haut niveau, écrire aux académies médicales, au gouvernement, même aux cours royales si nécessaire. Mais avant qu'ils ne puissent entreprendre de telles démarches, un événement local ramena leur attention vers des préoccupations plus immédiates. Victor, qui avait montré des signes d'amélioration pendant l'été, fit une rechute dramatique. C'était un matin ordinaire. Victor étudiait dans sa chambre quand une douleur aiguë le transperça au niveau de l'abdomen. En quelques minutes, son ventre devint dur et gonflé. Le docteur Bertrand, appelé d'urgence, diagnostiqua une hémorragie interne spontanée, probablement dans la cavité abdominale. « Il n'y a rien que je puisse faire », admit le médecin les larmes aux yeux. « Si nous opérons pour trouver la source du saignement, il mourra sur la table d'opération. Si nous ne faisons rien, le sang s'accumulera jusqu'à ce que... » Il n'acheva pas sa phrase, mais le message était clair. Victor était condamné. Marguerite refusa d'accepter ce verdict. Elle envoya des télégrammes au professeur Girard, au docteur Whitmore, à tous les médecins qui avaient montré un intérêt pour la maladie du sang. « Aidez-nous », suppliait chaque message. « Sauvez mon fils. » Girard répondit qu'il prendrait le premier train pour Bordeaux, mais qu'il fallait au moins 2 jours de voyage. 2 jours que Victor n'avait peut-être pas. La nouvelle se répandit rapidement dans la communauté des familles affectées. Un à un, ils vinrent à la maison Duhamel, offrant leur soutien, leur prière, leur présence silencieuse. Ils savaient tous ce que la famille traversait. Ils l'avaient eux-mêmes vécu. Victor, malgré la douleur atroce, restait conscient. Il tenait la main de sa mère d'un côté, celle de son père de l'autre. Amélie, maintenant mariée mais revenue à la maison familiale dès qu'elle avait appris la nouvelle, chantait doucement pour son petit frère. Louise pleurait en silence dans un coin de la chambre. « Papa, » murmura Victor d'une voix faible, « je ne veux pas mourir, pas maintenant, pas avant d'avoir trouvé un remède. » Édouard serra la main de son fils, incapable de parler tant l'émotion l'étranglait. « Tu vas vivre, mon fils.
« Tu vas guérir ». Mais même en prononçant ces mots, il savait qu'il mentait. Les miracles ne se produisaient pas pour les garçons avec du sang maudit. Les heures passèrent avec une lenteur cruelle. Victor dérivait entre conscience et délire. Parfois, il appelait son frère Thomas, le voyant dans des hallucinations fébriles. D'autres fois, il récitait des passages de traités médicaux, son esprit brillant refusant de s'éteindre, même alors que son corps le trahissait. La nuit tomba. La maison était remplie de la présence silencieuse des familles affectées, unies dans leur vigile. Des bougies brûlaient dans chaque pièce, créant une atmosphère presque religieuse. Et puis, contre toute attente, quelque chose changea. À l'aube, Victor ouvrit les yeux et déclara que la douleur diminuait. Le docteur Bertrand, qui n'avait pas quitté le chevet du garçon, examina son abdomen. Le gonflement se résorbait. L'hémorragie, par quelque miracle inexplicable, s'était arrêtée spontanément. « C'est impossible », murmura le médecin. « Avec la quantité de sang qu'il a dû perdre, il devrait être mort. » Mais Victor vivait, faible, pâle comme un fantôme, mais vivant. Le professeur Girard arriva 2 jours plus tard et examina Victor avec une fascination scientifique mêlée de soulagement. Il ne pouvait expliquer la survie du garçon. Parfois, disait-il, le corps humain trouvait des moyens de compenser, de guérir qui défiaient toute logique médicale. Cette expérience proche de la mort transforma Victor. Le garçon de 10 ans devint un jeune homme d'une maturité troublante. Il consacra chaque moment de veille à étudier sa maladie, déterminé à comprendre ce qu'il avait sauvé afin de pouvoir sauver d'autres. Pour Édouard et Marguerite, c'était un rappel brutal que leur combat était loin d'être terminé. Chaque jour avec Victor était un cadeau, mais aussi un rappel de la fragilité de ce cadeau. Les ombres du passé pesaient lourdement sur la famille Duhamel, mais dans l'obscurité, une détermination nouvelle était née. Ils continueraient à se battre, à chercher des réponses, à briser le silence. Car tant qu'ils respiraient, tant que leur sang maudit coulait encore dans leurs veines, ils avaient le devoir envers les générations futures de ne jamais abandonner. L'hiver 1877 fut particulièrement doux à Bordeaux, comme si la nature elle-même offrait un répit aux familles éprouvées. Victor, maintenant âgé de 11 ans, avait non seulement survécu à sa dernière crise, mais montrait une résilience qui stupéfiait les médecins. Le professeur Girard venait régulièrement de Paris pour l'examiner, fasciné par ce cas qui défiait toutes ses prédictions. « C'est extraordinaire !» déclara Girard lors d'une de ses visites. Son corps semble avoir développé des mécanismes compensatoires. Les saignements sont toujours là, mais moins fréquents, moins sévères, comme si son organisme apprenait à se défendre. Cette observation donna naissance à une nouvelle théorie. Peut-être que tous les garçons atteints n'étaient pas condamnés à une mort précoce. Certains, les plus forts, ceux qui survivaient aux premières crises graves, développaient peut-être une certaine résistance. Cette pensée, bien que ne changeant rien au caractère héréditaire de la maladie, offrait un espoir nouveau. Édouard avait continué ses recherches et sa correspondance avec des médecins à travers l'Europe. Ses lettres avaient attiré l'attention de plusieurs académies médicales. En mars 1877, il reçut une invitation à présenter ses découvertes devant la Société médicale de Paris. C'était une reconnaissance majeure, une opportunité de porter leur cause devant les plus grands esprits médicaux de France. La présentation eut lieu en avril. Édouard, accompagné du professeur Girard, se tint devant une salle remplie de médecins, de chercheurs et même de quelques représentants du gouvernement. Il parla pendant 2 heures, exposant méthodiquement ses découvertes sur la transmission héréditaire de la maladie, le rôle de la consanguinité dans son aggravation et les implications sociales de ces révélations. La réaction fut mitigée. Certains médecins applaudirent son travail, reconnaissant l'importance de ses observations. D'autres, particulièrement ceux liés à l'aristocratie, exprimèrent leur scepticisme, voire leur hostilité. Un éminent chirurgien l'accusa publiquement de répandre des superstitions et de salir la réputation de nobles familles. Mais un homme dans l'assistance écouta avec une attention particulière.
C'était le docteur Louis Pasteur, le célèbre scientifique dont les travaux sur les micro-organismes révolutionnaient la médecine. Après la présentation, Pasteur s'approcha d'Édouard. « Monsieur Duhamel, dit-il de sa voix mesurée, votre travail est remarquable. Vous avez identifié un problème majeur de santé publique que la société préfère ignorer par convenance sociale. Je vous assure de mon soutien. » Ce soutien, venant d'un scientifique aussi respecté que Pasteur, changea tout. Les médias commencèrent à s'intéresser à l'histoire. Des articles parurent dans les journaux, d'abord prudents, puis de plus en plus audacieux. La maladie du sang sortait de l'ombre, devenant un sujet de débat public. Cette publicité eut des conséquences inattendues. D'un côté, elle permit à de nombreuses familles isolées de réaliser qu'elles n'étaient pas seules, que d'autres partageaient leur calvaire. Des lettres affluèrent de toute la France, d'Allemagne, d'Espagne, même de Russie. La communauté des familles affectées grandissait, se structurait. Mais d'un autre côté, la stigmatisation s'intensifia. Les familles connues pour porter la maladie se retrouvèrent encore plus ostracisées. Des rumeurs circulaient, des histoires exagérées de familles maudites dont le sang était empoisonné. L'ignorance et la superstition résistaient tenacement face aux explications rationnelles. À Bordeaux, la famille Duhamel se retrouva au centre de cette tempête. Leur maison, autrefois évitée par peur, était maintenant visitée par des curieux, des journalistes, des médecins venus de loin pour voir Victor, le garçon miraculé. Marguerite détestait cette intrusion dans leur vie privée, mais Édouard voyait une opportunité de faire progresser la cause. Victor lui-même était devenu une sorte de symbole. À 11 ans, il donnait des interviews, expliquant sa maladie avec une clarté et une maturité stupéfiantes. Il parlait de vivre chaque jour comme un cadeau, de ne pas laisser la peur dominer sa vie. Ses paroles touchèrent les cœurs, humanisaient une maladie que beaucoup préféraient ignorer. « Je sais que je pourrais mourir demain », dit-il lors d'une interview pour le journal local. « Une chute, une coupure, même un saignement spontané pourrait m'emporter. Mais je refuse de vivre dans la terreur. Je veux étudier, comprendre ma maladie, et peut-être un jour aider à trouver un remède. » Ces mots, publiés en première page, firent le tour de France. Victor Duhamel devint un visage pour une affliction sans nom, un rappel que derrière les statistiques médicales se cachaient des vies, des espoirs, des rêves. Amélie, maintenant mariée depuis 1 an, annonça qu'elle était enceinte. La nouvelle fut accueillie avec une joie mêlée d'appréhension. Serait-ce un garçon? Si oui, serait-il atteint? Le jeune couple avait longuement discuté avec le professeur Girard, pesant les risques. Même si Guillaume n'avait aucun lien de sang avec les familles affectées, Amélie portait l'anomalie. Leur fils avait une chance sur 2 d'être touché. Les mois de la grossesse furent une période d'anxiété intense pour toute la famille. Marguerite priait constamment. Édouard se plongeait encore plus dans ses recherches, comme si la connaissance pouvait d'une manière ou d'une autre protéger son futur petit-fils. Victor, lui, passait des heures à parler au ventre de sa sœur, racontant à son neveu ou sa nièce à naître des histoires de courage et d'espoir. « Tu vas être fort », murmurait-il, « plus fort que moi. Tu vas vivre une longue vie. » En décembre 1877, Amélie donna naissance à une fille. Le soulagement fut immense. Une fille ne serait pas affectée par la maladie, bien qu'elle puisse la transmettre à ses propres fils. Ils nommèrent le bébé Marguerite, en l'honneur de sa grand-mère. La naissance de la petite Marguerite marqua un tournant pour la famille Duhamel. C'était une nouvelle génération, un nouveau commencement. Et avec les connaissances qu'ils avaient maintenant, avec la vigilance qu'ils exerceraient, peut-être cette génération serait-elle la première à briser vraiment le cycle, mais le destin avait encore des épreuves à leur réserver. En janvier 1878, alors que Bordeaux célébrait le Nouvel An, Victor développa une fièvre élevée. Au début, on pensa à une grippe banale, mais rapidement, d'autres symptômes apparurent. Douleurs articulaires sévères, gonflement du genou droit, celui qui avait été blessé lors de sa chute des années auparavant. Le docteur Bertrand diagnostiqua une infection de l'articulation, probablement causée par les saignements répétés qui avaient fragilisé le genou. L'infection se propageait.
menaçant de devenir une septicémie fatale. « Il faut opérer », déclara le médecin gravement. « Drainer l'infection. Mais avec sa condition, l'hémorragie chirurgicale pourrait être catastrophique. » Édouard et Marguerite se retrouvèrent face au choix le plus terrible qu'un parent puisse affronter. Ne rien faire garantissait presque certainement la mort de Victor par septicémie. Opérer lui donnait une chance, mais le risque d'hémorragie fatale était énorme. Le professeur Girard fut appelé d'urgence. Il arriva en 2 jours, accompagné cette fois d'un chirurgien renommé, le docteur Alexandre Morel, qui avait développé de nouvelles techniques pour minimiser les saignements chirurgicaux. « C'est risqué », admit Morel après avoir examiné Victor, « mais si nous ne tentons rien, il mourra certainement. Avec l'opération, il a au moins une chance. » Victor, conscient malgré la fièvre, participa à la décision. « Je veux l'opération », dit-il d'une voix faible mais déterminée. « Je n'ai pas survécu à tout ça pour mourir d'une infection maintenant. » L'opération fut programmée pour le lendemain à l'aube. Cette nuit-là, toute la famille Duhamel veilla. Les familles affectées de Bordeaux vinrent une fois de plus témoigner leur soutien. La maison était remplie de prières silencieuses et d'espoirs désespérés. Victor passa la nuit à parler avec son père. Ils discutèrent de tout, de la maladie, de la vie, des rêves de Victor de devenir médecin un jour. Le garçon, à peine 12 ans, parlait avec une sagesse qui brisait le cœur d'Édouard. « Si je meurs demain, papa, promets-moi une chose, continue le combat. Ne laisse pas ma vie et celle de Thomas avoir été vaine. Trouve des réponses. Sauve d'autres garçons. » Édouard serra son fils dans ses bras, les larmes coulant librement. « Tu ne vas pas mourir. Tu vas survivre, guérir, et tu trouveras toi-même ces réponses. » L'opération eut lieu dans le salon des Duhamel, transformé en salle d'opération improvisée. Le docteur Morel travaillait avec une précision méthodique, assisté par le professeur Girard et le docteur Bertrand. Chaque incision était soigneusement cautérisée, chaque vaisseau sanguin ligoté avec un soin extrême. L'intervention dura 4 heures. 4 heures pendant lesquelles Marguerite, Amélie, Louise et une dizaine d'autres personnes attendirent dans le couloir, priant, pleurant, espérant. Finalement, la porte s'ouvrit. Le docteur Morel apparut, épuisé, mais souriant. « L'opération est un succès. Nous avons drainé l'infection et l'hémorragie était gérable. Victor est vivant. » Un soupir collectif de soulagement parcourut l'assistance. Marguerite s'effondra dans les bras d'Édouard, sanglotant de joie et de soulagement. La convalescence de Victor fut longue et difficile. Son genou ne retrouverait jamais sa mobilité complète, le condamnant à boiter légèrement pour le reste de sa vie. Mais il était vivant. Contre toutes les probabilités, le garçon au sang maudit avait survécu à une opération chirurgicale majeure. Cette victoire, aussi petite soit-elle contre l'immensité de la maladie, fut célébrée dans la communauté médicale. Le docteur Morel publia un article détaillant les techniques qu'il avait utilisées, offrant un espoir aux autres patients atteints de troubles de la coagulation qui nécessitaient une chirurgie. Les mois suivants virent Victor se remettre progressivement. Il reprit ses études avec une passion renouvelée, déterminé plus que jamais à devenir médecin. Le professeur Girard avait arrangé pour qu'il soit admis, malgré son jeune âge, à assister à certains cours de médecine à l'université de Bordeaux. Victor était devenu un cas d'étude vivant, une source d'inspiration pour une nouvelle génération de médecins. En 1880, 3 ans après sa présentation à la Société médicale de Paris, Édouard reçut une lettre qui marqua l'aboutissement de ses années d'efforts. Le gouvernement français annonçait la création d'une commission d'études sur les maladies héréditaires, avec un focus particulier sur la maladie du sang. Des fonds seraient alloués pour la recherche et de nouvelles lois seraient proposées pour encourager les consultations médicales prénuptiales dans le but de réduire les mariages consanguins risqués. Ce n'était qu'un début, une petite victoire dans une guerre qui durerait encore des décennies. Mais c'était une reconnaissance officielle que le problème existait, qu'il méritait attention et ressources. La famille Duhamel avait payé un prix terrible pour cette victoire. Thomas mort à 12 ans. Victor marqué à vie.
Son existence une lutte constante contre une maladie invisible. Amélie portant le fardeau de savoir qu'elle pourrait transmettre la malédiction à ses fils. Louise, maintenant âgée de 17 ans, ayant décidé de devenir infirmière pour aider d'autres familles affectées plutôt que de risquer la maternité. Mais de leur douleur était née une compréhension, et de cette compréhension un espoir. Le sang maudit des Duhamel n'était plus une sentence mystique prononcée par des dieux vengeurs. C'était une maladie avec une cause naturelle, des mécanismes identifiables, et potentiellement, un jour, un traitement. Victor, maintenant adolescent, s'était promis de consacrer sa vie à cette quête. S'il survivait jusqu'à l'âge adulte, il étudierait la médecine, se spécialiserait dans les maladies du sang et chercherait inlassablement un remède. Non seulement pour lui-même, mais pour tous les garçons qui, dans les générations futures, pourraient être épargnés de cette souffrance. L'histoire de la famille Duhamel était devenue une légende à Bordeaux et au-delà. Une histoire de souffrance, certes, mais aussi de courage, de détermination et d'espoir. Ils avaient transformé leur malédiction en croisade, leur douleur en motivation pour changer le monde. Et dans les années à venir, alors que la science médicale progresserait, que la génétique serait découverte, que les mécanismes de coagulation seraient élucidés, on se souviendrait des Duhamel. On se souviendrait d'Édouard, qui avait refusé d'accepter le silence et l'ignorance, de Marguerite, qui avait veillé ses fils avec un amour indestructible, d'Amélie, qui avait choisi le courage plutôt que la peur, et surtout de Victor, le garçon qui avait défié la mort encore et encore, portant en lui la promesse d'un avenir où aucun enfant ne serait condamné par le sang qui coulait dans ses veines. Le printemps 1880 marqua le 5e anniversaire de la première crise grave de Victor. Il avait maintenant 14 ans, et bien qu'il marchât avec une canne et portât les cicatrices visibles et invisibles de ses batailles contre la maladie, il était vivant. Plus que vivant, il était prospère, brillant, une lumière d'espoir pour tous ceux qui connaissèrent son histoire. Un soir de mai, alors que la famille Duhamel dînait ensemble, incluant Amélie, Guillaume et la petite Marguerite, maintenant âgée de 2 ans, Victor fit une annonce. « J'ai été accepté à la faculté de médecine de Paris. Je commence mes études l'année prochaine. » Le silence qui suivit fut brisé par des exclamations de joie et des applaudissements. Marguerite pleura, serrant son fils dans ses bras. Édouard, les larmes aux yeux, leva son verre. À Victor, à tous les garçons qui ont souffert, à ceux qui sont partis trop tôt, et à l'avenir, un avenir où cette maladie sera vaincue. À l'avenir, répétèrent-ils en chœur. Et dans cette maison de Bordeaux marquée par tant de douleurs et de pertes, résonnait maintenant quelque chose de nouveau. Ce n'était pas simplement de l'espoir, c'était de la détermination. Une détermination forgée dans le sang et les larmes, dans les veilles interminables et les adieux impossibles, dans l'amour d'une famille qui avait refusé d'abandonner. Le sang qui coulait dans les veines de Victor Duhamel était toujours maudit selon les standards médicaux de l'époque, mais ce même sang portait en lui une force que ni la maladie ni le destin ne pouvaient vaincre. La force de la volonté humaine, le pouvoir de la connaissance, et la conviction inébranlable que demain pouvait être meilleur qu'aujourd'hui. Alors que la nuit tombait sur Bordeaux, que les lampes à gaz illuminaient les rues pavées et que la Garonne coulait sereinement sous les ponts de pierre, la famille Duhamel savait que leur histoire était loin d'être terminée. C'était simplement un chapitre, un début. D'autres chapitres seraient écrits dans les années à venir. Des découvertes scientifiques, des avancées médicales, peut-être même un remède. Mais ce soir, ils célébraient simplement d'être ensemble, d'avoir survécu, d'avoir transformé leur malédiction en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Car la véritable histoire de la famille Duhamel n'était pas celle d'une malédiction sanguine. C'était l'histoire de l'humanité elle-même, de sa capacité à faire face à l'adversité, à chercher la vérité malgré l'obscurité, et à trouver de l'espoir, même dans les circonstances les plus désespérées. Le sang maudit continuerait de couler dans leurs veines pour encore des générations. Mais maintenant, il coulait avec une purpose, une signification qui transcendait la simple survie.
Ils coulaient avec la promesse que leur souffrance n'avait pas été vaine, que leur combat avait pavé le chemin pour un avenir meilleur. Et alors que Victor Duhamel se tenait à la fenêtre cette nuit-là, regardant les étoiles au-dessus de Bordeaux, il fit un serment silencieux, un serment à son frère disparu, à tous les garçons qui avaient péri avant lui, et à ceux qui naîtraient après lui. « Je trouverai des réponses », murmura-t-il dans la nuit. « Je guérirai cette maladie. Et un jour, aucun enfant ne mourra de ce que nous avons enduré. » C'était un serment audacieux, peut-être impossible, mais c'était aussi profondément humain, car au cœur de l'obscurité, face à une affliction qui semblait invincible, l'humanité avait toujours trouvé une façon de s'élever, de résister, de triompher. L'histoire de la famille Duhamel était loin d'être terminée. Mais ce chapitre, marqué par la douleur et la découverte, par la perte et la détermination, se refermait sur une note d'espoir. Un espoir fragile peut-être, mais réel, car dans le sang maudit des Duhamel coulait aussi quelque chose d'indestructible. L'esprit humain, et cet esprit, contre toute attente, avait refusé de se briser. Mais qu'avez-vous pensé de l'histoire? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur ce cas terrifiant. Envie d'autres histoires d'horreur mêlant histoire et mystère. Abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. À bientôt pour le prochain cauchemar.